Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Impactante le podcast. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Dr Pauline Blanc-Patin, passionnée par la complexité de l'âme humaine et convaincue que la souffrance psychique peut s'expliquer, soigner et transformer. Elle accompagne de nombreuses femmes dans leur combat émotionnel. Pauline a à cœur de décrypter non seulement les symptômes, mais aussi les racines profondes du trouble borderline. Qu'il s'agisse des blessures d'enfance ou des relations affectives douloureuses, elle nous aide à comprendre comment ce trouble se tisse dans le quotidien et surtout comment il peut être apaisé. Dans cette conversation, nous allons explorer ses analyses, ses expériences cliniques ainsi que les clés qu'elle propose pour accompagner les femmes vers une vie plus stable, plus riche et plus sereine. Je vous souhaite une bonne écoute. Pour recevoir chaque semaine le résumé du podcast, la présentation de nos invités et un article ou des tips sur le thème de la semaine, inscris-toi à notre newsletter via le lien en description. Salut Pauline! Bonjour Barbara. Tu vas bien? Bah écoute, ça va très bien. Ben écoute, moi je suis contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. On va parler de quelque chose, on va dire, où tu es confrontée assez souvent au quotidien du trouble borderline Ouais, tout à fait. chez les femmes. Et puis on va voir aussi que du coup, il n'y a pas que les femmes qui sont touchées. Mais on va en parler aujourd'hui parce que toi, c'est des chiffres que voilà, que tu avais envie de partager sur le podcast. On savait pas trop de quoi on voulait parler la prochaine fois. Puis finalement, tu vois, on a trouvé. C'est vrai que c'est un trouble que je vois vraiment au quotidien dans mes prises en charge, donc ça me semblait important de pouvoir en parler avec vous aujourd'hui. Et juste pour rappeler, toi, tu es aux urgences psychiatriques parce que du coup, peut-être Ouais. les nouvelles qui nous écoutent, elles savent pas encore. Ouais, moi Euh, donc je travaille du coup sur un service d'urgence psychiatrique et on a des lits d'hospitalisation de post-urgence où on prend en charge sur des temps courts. ok. Et alors, si tu pouvais expliquer le trouble borderline à quelqu'un qui n'a aucune notion de psychiatrie, comment tu décrirais ce qui se passe réellement à l'intérieur d'une personne borderline au niveau de ses émotions, de son rapport aux autres et à sa construction intérieure? Oui. Alors du coup, ben, il me semblait important déjà de repréciser que le trouble de la personnalité borderline, donc c'est déjà un trouble de la personnalité, et que c'est bien une pathologie psychiatrique, hein. Elle est Mm. reconnue en tant que pathologie psychiatrique, et du coup, on peut la retrouver dans les classifications officielles des pathologies psychiatriques. Voilà. Donc, Ok. c'est un trouble de la personnalité qui touche en moyenne 1 à 3% de la population. Mhm. Donc c'est quand même un taux important. Et c'est un trouble qui commence en général au début de l'âge adulte. Et Ok. maintenant, on dit même du coup à l'adolescence. On peut commencer à poser le diagnostic à l'adolescence autour de 15-16 ans. Même s'il faut rester du coup assez précautionneux par rapport à ça. Mais en tout cas, voilà, on peut poser un diagnostic dès 15-16 ans. Oui, au cas où s'il y a des mamans qui nous écoutent et qui reconnaissent des traits de caractère chez leurs enfants, elles peuvent parfois voilà, prendre les devants et puis aller voir quelqu'un pour un diagnostic. Ouais, et évidemment, bah, du coup, qui dit pathologie psychiatrique dit diagnostic médical. Oui, bien sûr. Ouais, Voilà. Donc c'est ça, c'est aussi peut-être important de pouvoir le dire. Pas d'autodiagnostic et oui, diagnostic posé par un médecin spécialisé. ouais, c'est pas cocher un test sur Internet, quoi. Voilà. Et puis donc, ben, pour reconnaître du coup ce trouble de la personnalité, il y a des critères diagnostiques qui sont quand même bien codifiés. Il y en a 9, hein, et on dit que du coup le trouble est là s'il y a au moins 5 de ces 9 critères. Alors ça me semblait un peu rébarbatif de vous redonner tout ça là aujourd'hui. Ça se Oui, retrouve quand même assez facilement. ouais, sur. Et puis dans la suite du podcast, on va parler quand même de pas mal de symptômes qui sont retrouvés. Mais Mhm. voilà. Et dans ces symptômes-là, ben justement, il y a effectivement une difficulté importante à gérer ses émotions. Ça se retrouve vraiment très fréquemment. Et puis, une instabilité dans la relation qu'on a avec les autres. D'accord. Là, alors du coup, c'est pas que la relation de couple, c'est aussi la relation avec ses amis, avec ses parents. Exactement. Une instabilité dans les relations, la globalité des relations qu'on dit interpersonnelles, où D'accord. on est souvent, comme on peut dire, dans du tout ou rien. Euh, Ouais, la d'accord. personne a tendance soit à idéaliser et à être très proche, fusionnelle, ou soit carrément voilà, à rejeter. Et, voilà. D'accord. On est dans du tout ou rien. Est-ce que la question n'était pas prévue, mais est-ce que tu sais il y a quelque chose d'héréditaire ou pas du tout? Ben, alors, c'est comme pour moi, comme pour toutes les pathologies psychiatriques.
Oui, C'est quelque chose de multifactoriel et effectivement, il peut y avoir une partie de génétique dans l'apparition du trouble, mais ça, on peut pas du tout résumer qu'à ça. Et c'est ouais. aussi en lien évidemment avec du coup l'histoire de la personne, son environnement. Enfin voilà, ça reste multifactoriel pour moi, comme toutes les pathologies psychiatriques. D'accord. OK. Et quelles sont selon toi les particularités de l'expression, du trouble borderline chez les femmes? Est-ce qu'il y a des symptômes ou des mécanismes, qui se manifestent, différemment par rapport aux hommes? Parce que en off, on discutait un petit peu, tu disais qu'il y avait autant d'hommes qui étaient touchés que de femmes. Mais, est-ce que du coup il y a des, tu sais, les différences de diagnostic ou est-ce que Mm. Alors oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'on peut dire que le trouble, du coup, se manifeste pas tout à fait pareil chez les hommes et chez les femmes. Donc en fait, chez les femmes, on a plutôt des symptômes qui sont en lien avec du coup une humeur qui est basse. mmh. Et puis on retrouve fréquemment quand même des idées suicidaires ou des gestes auto-agressifs, D'accord, ce qu'on appelle nous des scarifications. d'accord. Et ce qui fait, donc on va dire que c'est des troubles du comportement qui sont tournés un peu vers la personne elle-même. OK. Elle se fait du mal à elle-même. À soi-même, ouais, d'accord. Et ce qui fait que, du coup, ça amène plutôt les femmes à être prises en charge du côté de la psychiatrie. Mmh. Quand on parle d'humeur basse, voilà, de se faire du mal, c'est plutôt des prises en charge médicales psychiatriques. En ce qui concerne les hommes, on est plutôt sur des troubles du comportement qui sont tournés vers les autres. D'accord, Parce que dans le trouble de la personnalité borderline, il y a une difficulté à gérer sa colère. d'accord. Elle est souvent excessive par rapport aux situations qui sont vécues Mmh. et la personne n'arrive pas à gérer ça. Et chez les hommes, euh, je dirais que cette colère et tout ça, ça se retourne vers les autres. D'accord, OK. Ce qui fait que eux, ils ont plutôt tendance à avoir affaire à la justice. D'accord. Voilà, parce que évidemment, à un moment donné, quand il y a des troubles du comportement tournés vers les autres, eh ben, il faut faire intervenir les forces de l'ordre. Ouais. Et voilà. Et donc, il y a quand même maintenant pas mal d'hommes qui ont un trouble borderline qui sont pris en charge dans les maisons d'arrêt, dans les prisons. OK et par exemple, tu sais, chez les hommes, là, tu disais que la colère est incontrôlable. Est-ce que du coup, il y a quand même un sentiment de culpabilité après avoir, eu un excès de colère? Ou est-ce que du coup, c'est aussi, tu sais, vu que tu parlais de gestion des émotions qui était un petit peu compliqué, est-ce qu'au final, Oui, c'est bien sûr, il peut ouais, y avoir de la culpabilité, ouais, derrière évidemment, ça, oui, ouais. oui, oui, oui. En fait, c'est une colère qui est inadaptée, qui est disproportionnée. Par Elle rapport à la envahit la situation? personne et elle est complètement disproportionnée par rapport à ce qui se passe. D'accord, OK. D'ailleurs, là, tu disais que ce serait un peu rébarbatif, tu sais, de parler un petit peu des choses qu'on peut retrouver. On le mettra dans la newsletter, comme ça, elles trouveront, enfin, tu sais, on mettra un lien vers, un Tout à site, fait. de Mais je pourrais vous psychiatrie. redonner, Ouais, ouais, où ouais, tu tout nous à fait. donneras et comme ça, on pourra le mettre dans la newsletter, J'avais elles fait un post retrouveront. aussi, du coup, sur mon compte, j'avais fait un post qui reprenait tous les critères diagnostiques, parce que c'est vrai qu'il y a Ouais, beaucoup de questions par rapport à ce trouble et ouais. D'ailleurs, j'en profite quand même pour dire que sous ce podcast, il y aura le lien vers, tes réseaux où tu partages plein de choses sur la psychiatrie. Donc, que les femmes, elles hésitent pas à aller voir parce que tu parles pas que de ça, tu parles de plein de choses, autour de la psychiatrie. mm. On sait que les diagnostics du trouble borderline concernent majoritairement les femmes. Selon toi, est-ce qu'elles sont réellement plus touchées biologiquement ou psychologiquement, ou est-ce qu'elles sont plutôt plus diagnostiquées que les autres, que les hommes, Ouais, pardon? voilà, alors c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mm, Du mm. coup, cette question, elle est top parce que ça permet de redire que dans les dernières études qui ont été faites, et ben, en fait, il y a autant de diagnostics de troubles de la personnalité borderline chez les hommes que chez les femmes. C'est du 50-50. Ok. Mais on en parle peut-être plus chez les femmes parce que du coup, elles sont plus prises en charge médicalement en psychiatrie. Mm, Euh, mm. mais voilà, c'est un trouble qui touche autant les hommes que les femmes. Et ça, c'est important de le rappeler. D'accord, ok. Voilà. Et les femmes enfin les femmes borderline disent vivre avec plusieurs mois internes. Est-ce que, enfin, et qu'elles n'arrivent pas toujours à s'accorder? Comment tu décrirais en fait cette espèce de dialogue intérieur et comment tu pourrais leur dire, enfin, d'aider à se réconcilier avec ça en fait? Alors, du coup, je sais pas, j'essaye de comprendre ce qui peut être vécu à travers quand elles disent qu'elles ont plusieurs mois internes.
Oui. Je me suis posé la question et je me dis que c'est sûrement en lien avec le fait que dans le trouble borderline, il y a une grande labilité, D'accord. du coup, à plusieurs niveaux. Tu vois, il y a une grande labilité de l'humeur où, Ouais. du coup, elles peuvent se sentir à la fois très mal et Mhm. sur quelques heures et assez rapidement se sentir beaucoup mieux. D'accord. Alors, est-ce que c'est ça, tu vois, est-ce que c'est ça qui est perçu comme plusieurs Ouais, mois? ouais. Est-ce que parfois elles se disent je peux être super heureuse et le lendemain être vraiment pas bien ou même en plusieurs heures Mais et c'est vrai que beaucoup le vivent comme c'est ça. extrêmement déstabilisant pour elles parce qu'elles passent par des émotions très labiles et par des humeurs qui changent de manière très rapide Ouais. euh, dans la même journée. Et c'est vrai que c'est pas du tout simple pour elles à gérer ça. Donc il y a la labilité de l'humeur, des émotions, et puis aussi, on disait tout à l'heure, la labilité de la relation avec les autres Ouais. où elles peuvent du coup être très proches de quelqu'un et après passer du tout au rien. Ouais. Donc D'accord. est-ce que c'est ça qui est considéré comme plusieurs mois? Moi je pense que oui. Et du coup, bah, effectivement, avec une prise en charge spécialisée, on peut apprendre à gérer ça. D'accord. Donc il existe des solutions. Oui, bah, alors, enfin, oui, oui, bien sûr. À travers, du coup, des thérapies adaptées, on peut apprendre à gérer ses émotions, apprendre à gérer tout ça. Mhm. Ok. Parce qu'on sait que ben, tu vois, le trouble borderline est très stigmatisé. Les femmes, elles sont plus facilement étiquetées borderline que les hommes. Enfin, tu vois, c'est souvent. Moi, là, quand on Mm, a parlé du podcast, en fait, c'est vraiment. Enfin, on a l'impression que c'est vraiment un syndrome féminin, tu vois, alors qu'au final, tu vois, tu l'as très bien dit aujourd'hui, c'est pas le cas. Euh, Tu penses que c'est quoi un peu les erreurs de diagnostic les plus fréquentes par rapport à ça? Tu vois, dès que tu as une femme un peu qui est un peu particulière, on va dire, de caractère, on va tout de suite dire, à mon avis, elle est borderline. Tu vois? mm. Non, mais c'est vrai que c'est un terme qui est utilisé Oui, beaucoup, quoi. c'est Je vrai, pense qu'on oui. l'a Donc, tous entendu au moins une fois, quoi. bah, c'est ce qu'on a dit, hein. Je répète, hein, mais attention, c'est un diagnostic médical, hein. Mhm. Et effectivement, il y a des critères bien précis. Oui. Donc, on ne pose pas de diagnostic sans que tout ça soit réuni. Et puis, effectivement, moi, alors, moi, au quotidien, je vois aussi il y a des diagnostics qui peuvent être confondus. C'est vrai que, alors moi, juste, c'est peut-être l'inverse. Les femmes borderline que je rencontre, elles sont souvent considérées comme bipolaires Ah aussi. oui, Parce que d'accord. comme on vient de parler de la grande labilité, Ouais. et bah, du coup, il y a souvent une confusion aussi entre les deux troubles. D'accord. Et du coup, si tu peux juste te donner enfin une différence du coup de symptômes entre les deux, par exemple, parce que vu que oui, c'est vrai, au niveau Ben, on des a des humeurs, ça peut être très changements, changeant. par exemple, bah, dans le trouble bipolaire, on a des changements d'humeur qui sont importants Oui. et qui s'inscrivent sur une durée beaucoup plus longue. D'accord, ok. Que là, dans le trouble de la personnalité borderline, on est vraiment sur quelques heures. Il peut y avoir des changements en quelques heures, hein. Et Ok. c'est d'autant plus complexe, et c'est d'autant plus complexe que du coup, en fait, le trouble borderline et le trouble bipolaire peuvent être associés. Ah oui? C'est-à-dire que 20% des patients qui ont un diagnostic de trouble borderline peuvent aussi avoir un diagnostic de bipolarité. Donc voilà, ça reste quand même complexe, hein. Ok, donc il y a des personnes qui ont les deux. Les deux troubles peuvent être associés. Ok, Mais d'accord. du coup, il y a quand même des confusions entre les deux. D'accord, ok. Voilà, c'est d'où le fait qu'il faut vraiment s'adresser à des professionnels pour avoir des réponses précises, hein. Ok. Et juste une question pour des personnes qui nous écoutent, qui voudraient par exemple se faire diagnostiquer, parce que peut-être qu'elles se reconnaîtront. Est-ce qu'il y a des psychiatres spécialisés justement dans les diagnostics, dans ce genre de diagnostic, ou est-ce que c'est tous les psychiatres qui peuvent le faire? Bah, il peut y avoir des psychiatres qui se spécialisent dans la prise en charge de ce trouble, Oui, mais il n'y a pas d'accord. de centre particulier. Enfin, voilà, tout Ok. psychiatre peut oser le diagnostic, hein, D'accord. à Ok. mon sens. Mm. Et Donc, voilà. Donc, le premier trouble où il ne faut pas faire de confusion, pour moi, c'est avec le trouble bipolaire. ouais, Et puis, bah, il y a aussi, ça peut être confondu avec d'autres troubles de la personnalité, hein, parce qu'il y en a pas mal, hein. Donc, le trouble borderline peut être confondu avec d'autres troubles de la personnalité. Euh, et puis même éventuellement aussi avec certains troubles psychotiques. d'accord, Parce que ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il peut y avoir des symptômes psychotiques dans le trouble borderline, comme d'accord. la dépersonnalisation, la déréalisation, des hallucinations.
D'accord, Ça peut se retrouver dans les symptômes du trouble borderline. Donc voilà, ne pas aussi confondre avec des troubles psychotiques, dont d'accord, la schizophrénie. d'accord, OK. Et du coup, les troubles borderline peuvent parfois s'exprimer aussi à travers donc des comportements autodestructeurs, c'est ce que tu disais tout à l'heure, des Ouais. difficultés avec l'image corporelle et bah, comment ça se manifeste, chez les femmes et comment l'expliquer? Tu vois, pourquoi en fait ça se déclare, ce rapport au corps, tu vois, qu'elles ont, tu disais qu'elles se scarifiaient ou enfin ça vient de quoi? C'est pour se soulager? C'est pour, Alors déjà, je pense que de base, c'est vrai que dans le trouble, les personnes ont une très faible estime d'elles-mêmes, déjà, ouais, une image d'elles-mêmes qui est bien dégradée. Comment j'expliquerais le fait qu'il y ait des gestes ouais, auto-agressifs? Ben, parce que, comme je disais tout à l'heure, elles passent par des phases de vide et des phases où l'humeur est très basse. ouais, Et à ce moment-là, on n'est tellement pas bien que voilà, on peut en arriver à se faire du mal ou à ce qu'il y ait un geste suicidaire OK, pour mettre fin à cette souffrance. d'accord. C'est comme ça que moi j'explique les gestes suicidaires. Et puis la souffrance est telle, des fois il y a un tel niveau d'angoisse, une telle souffrance quand elles sont pas bien, que se faire du mal physiquement à travers les scarifications, ben, ça permet de décharger l'angoisse et ça permet de souffrir physiquement pour éviter de souffrir psychiquement. D'accord. C'est vraiment souvent ce que j'entends Ce qu'elles quand te on disent, quoi. ouais, quand on demande pourquoi il y a eu ce passage à l'acte si brutal, enfin impulsif, ben, parce que à ce moment-là, on est tellement envahi, on est Mmh. tellement anxieuse qu'il faut trouver un moyen de faire autrement et de souffrir autrement. Et, D'accord, et voilà. Et pour elle, à ce moment-là, c'est un soulagement, hein. d'accord. Ouais et puis du coup après ça devient j'imagine, tu sais, un peu une sorte d'addiction. Parce que du coup dès qu'elles ressentent, tu vois l'émotion qui revient et les angoisses et qu'elles savent que ça leur fait du bien, bah, du coup en fait ça devient un petit peu un cercle Mm, vicieux mm. et j'imagine que ça s'arrête pas comme ça, quoi. Mm, 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 mm. Et voilà. Et moi, je trouve que c'est important de dire que peut-être des premières choses à travailler chez les personnes qui ont un trouble borderline. C'est Ouais, éviter de se faire du mal et éviter les passages à l'acte. C'est une priorité, ouais, à d'accord. mon sens. Ouais. Ouais donc du coup des personnes qui ont, enfin voilà, qui connaissent quelqu'un qui est Mais dans c'est leur des réelles entourage qui est mises comme en ça. danger. Quand il y a un passage à l'acte suicidaire, c'est une réelle mise en danger. Euh, Mmh. et puis, bah, quand il y a des scarifications, tout ça, ça laisse des traces, hein. Il y a aussi des dangers, ça laisse des traces. Enfin, voilà, Mmh. pour moi, c'est une priorité de réduire ces passages à l'acte. Ouais. Et j'imagine que ces personnes-là, elles se sentent vraiment très seules à certains moments. Puisque du coup, ça doit Mm. être hyper difficile, d'en parler autour d'elles, enfin, tu vois, je pense que ouais, ça doit être super compliqué de dire, tu vois: «Je me fais du mal» ou des choses comme ça. Mm, mm, Donc, je mm. pense qu'il faut pas hésiter, si on a quelqu'un dans notre entourage qui présente, tu vois, des symptômes ou qui va pas bien, à hésiter peut-être d'ouvrir la discussion parce que, tu vois, quand Mm, tu vas mm, vers mm. quelqu'un on en parlait, toutes les 2, je sais pas si tu te souviens, mais dans la prévention des tentatives de suicide et cetera. Tu sais, des fois, on a l'impression qu'on voit quelqu'un qui va pas bien, mais on se dit: «Bon, peut-être ça va aller», on n'arrive pas trop à se mettre à sa place. Au final, d'ouvrir parfois une discussion, ça peut quand même Tout à amener, fait, tout à certaines fait, tout choses. à fait. Mmh mh. C'est vrai que je pense que ce qui peut mettre en difficulté les proches, c'est que c'est la répétition. Ouais. Parce que, comme tu disais, du coup, ça devient un peu le soulagement, on recherche le soulagement. Donc, il y a une répétition des passages à l'acte. Ouais, Et donc, ça peut être des fois compliqué à gérer par les proches, hein. ouais, ouais, j'imagine, j'imagine. Ouais. On sait que, pour Mais ces c'est pas une femmes quête d'attention. Ça aussi, enfin, pour ah oui, moi, oui, le oui, oui, passage à tu l'acte, raison de le c'est dire, faire vas-y. attention. C'est pas une quête d'attention, hein. On a tendance à se faire ce raccourci-là. Non, non, non. Ouais, c'est C'est bien d'en surtout parler parce que parce je pense que que cette personne, à ce moment-là, elle n'a pas les moyens de faire autrement. Elle n'a pas les capacités à gérer ce qu'elle traverse autrement que bah, par ce passage à l'acte. mmh mh. J'ai une question par rapport à ça. Je crois que je l'ai déjà posée d'ailleurs dans d'autres podcasts, mais est-ce qu'on sait si, dans les pays occidentaux, il y a justement, plus de femmes qui sont touchées que dans les pays, pas du Moyen-Orient ou des choses comme ça? Parce que tu vois, on Ah, n'a pas moi, du tout les mêmes j'aurais vies. pas. Tu vois, on n'a pas du tout les mêmes vies, en fait. Et du coup, Ouais, je me ouais, demandais ouais. si, tu vois, en fait, je dis pas que la société accentue ou et cetera, mais tu vois, il y a peut-être quelque chose quand même, je pense que c'est vrai que je devrais regarder,
Bah, les chiffres, j'ai pas Ouais, forcément alors là, regardé, tu vois? j'ai pas recherché des chiffres. Je Ouais. vais pas je préfère pas vous dire de bêtises. Ouais, non, non, c'est sûr. Mais J'ai tu vois, pas c'est vrai des que je me chiffres pose souvent la précis à vous question. donner, mais je pense qu'effectivement, c'est quand même, on a un trouble qui est plus prédominant dans nos sociétés à nous. Oui. Euh, ouais. Ouais, ouais, parce que je pense que ouais, je pense aussi, je pense qu'on peut ne pas se tromper trop en le disant, mais ce serait bien de regarder, je pense, tu vois, ce genre de choses, ces statistiques par rapport à d'autres pays du monde, tu vois, qui ont d'autres manières de vivre, etc. Parce que peut-être qu'il y a des choses, tu vois, plus globales à chercher aussi, quoi. Mm, 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 mm. Euh, la question que je voulais te poser, c'est, tu sais, on sait que justement pour ces femmes-là, les relations amoureuses, ben, c'est souvent un terrain très sensible. Comment tu peux expliquer justement l'intensité émotionnelle et cette peur absolue de l'abandon, tu vois? Mm, mm, mm. Ah bah, c'est clair que du coup, si on parle des symptômes du trouble, la peur de l'abandon, c'en est un, hein. C'en est Ouais, même un très important. Elle peut être soit réelle, enfin, elle est réelle ou elle est imaginée par la personne, hein. ouais, Mais oui, oui, la peur de l'abandon, c'est vraiment très, très présent. Et puis, bah, il y a aussi l'instabilité des liens avec les autres personnes. Donc, ouais, effectivement, les relations amoureuses, c'est quelque chose de délicat pour une personne qui a un trouble borderline. ok. Parce qu'elle va vite s'attacher Ouais, et ça va être un attachement important, d'accord. avec une peur massive d'être abandonnée par la personne, par le Ouais, donc conjoint. du coup, tout est démesuré, quoi. Voilà. Et effectivement, hein, donc ça peut la mettre à mal rapidement. Ok. Et du coup, ça se traduit un petit peu comment, tu sais, leurs relations amoureuses, enfin, elles sont, là, tu disais qu'elles s'attachent très vite. Après, c'est quoi? C'est conflictuel? Elles étouffent les personnes? C'est quoi qui se traduit par ça, en fait? Bah, je pense que comme il y a un attachement important, effectivement, ça peut être assez vite oppressant pour le conjoint, hein, Ouais. ou la conjointe, hein, parce que du coup, assez vite, on part sur quelque chose de, oui, d'assez fusionnel, et, Mhm. euh, et du coup, voilà. Et puis, de besoin d'être rassuré en permanence, je pense. D'accord. Enfin, quand on a peur d'être abandonné, on a besoin d'être rassuré rapidement. Ouais, d'accord. Ouais, du coup, Voilà. c'est pas. Est-ce que tu sais si ce genre de choses-là, quand justement les personnes suivent des thérapies, etc., est-ce que dans leur relation ça s'améliore? Parce qu'on parlait tout à l'heure de, tu sais, qu'elles arrêtent de se faire du mal. Est-ce que au final tu vois aussi des améliorations ou est-ce qu'il y a des améliorations qui sont notées par rapport justement au lien relationnel avec leur entourage et leur conjoint? Oui, bah, il peut y avoir des améliorations. Donc, du coup, il y a quand même des psychothérapies qui sont recommandées. Mhm. Euh, du coup, dans la prise en charge du trouble borderline, alors il n'y a pas vraiment de traitement de fond Ouais, pour cette pathologie psychiatrique, hein. Il y a des traitements qui sont mis en place. ouais, Euh, Moi, je dirais que c'est plutôt des traitements symptomatiques pour essayer de soulager les personnes, hein, quand il y a de ouais. l'angoisse, quand voilà. Il y a parfois des thymorégulateurs qui sont mis en place pour essayer d'aider la personne à gérer sa labilité émotionnelle. Mhm. Euh, mais voilà, il n'y a pas de traitement de fond recommandé. Après, du coup, on incite les personnes à avoir une psychothérapie sur le long terme, régulière, sur le long terme, pour apprendre à gérer leurs troubles, hein. Bah, d'ailleurs, c'était ma prochaine question. C'est quoi aujourd'hui les approches thérapeutiques les plus efficaces justement pour accompagner pardon, une femme qui est borderline et surtout comment elle peut retrouver une stabilité tu vois, émotionnelle, combien de temps il faut en général? Est-ce qu'il y a, tu vois, est-ce qu'il y a une durée un peu préconisée ou est-ce que ça dépend d'une personne Non, à l'autre? j'aurais pas de durée Ouais. à vous donner, hein. Ok. J'aurais pas de durée à vous donner. Ce que je peux dire, ça prend du temps. Ouais. C'est une thérapie régulière qui doit être faite de manière sérieuse et régulière. Et c'est pas toujours simple pour du coup ces patients ou patientes. Parce qu'il y a aussi du fait de la labilité, ben, on est un peu comme ça aussi avec le soin. C'est-à-dire Ouais. qu'on s'inscrit dans le soin et très vite, quand ça va un petit peu mieux, on arrête. Ouais, je vois. Euh, Ok. on accepte des traitements pour nous aider, mais pareil, quand ça va mieux, on arrête. Et Ok. du coup, on est souvent dans cette labilité avec le soin aussi. Enfin, moi, c'est ce que je retrouve. Mhm. Et c'est difficile d'accrocher ces personnes sur quelque chose sur le long terme. D'accord. Ouais, Voilà. du coup, c'est Mais c'est ce qui est pour moi recommandé, donc psychothérapie spécialisée. On parle de plus en plus comme thérapie spécialisée de la TCD, qui est la thérapie comportementale dialectique, d'accord. qui est une des plus recommandées à l'heure actuelle dans le trouble.
Ok, tu peux expliquer un petit peu ce que c'est? Bah, du coup, c'est une thérapie comportementale, alors qui est un petit peu, qui rejoint un petit peu la TCC, dont on Mhm. a peut-être déjà parlé dans les podcasts, hein, la Mhm. thérapie cognitive comportementale. Euh, et bah, du coup, on est vraiment pour moi sur du factuel où on apprend vraiment à gérer dans des situations concrètes, où on apprend à gérer comment mieux gérer ses émotions, que faire, comment réduire les passages à l'acte, voilà, quelles Mhm. personnes ressources avoir. Mhm. Et aussi, on peut dire que justement, s'il y a des personnes qui nous écoutent ou qui connaissent quelqu'un qui est touché, de pas hésiter quand c'est en cas sévère d'aller aux urgences. Parce Mm. qu'il y a des Ah oui. urgences psychiatriques, il y a des gens qui sont peut-être pas encore au courant que ça existe, mais tu vois, tu peux, enfin voilà, être pris en charge très rapidement avec des psychiatres comme toi, par exemple, Ah ben, c'est surtout qui pour éviter les mises en danger. ouais, ouais, Oui, bien on est bien sûr, ouais, d'accord. ouais, ouais, Il faut savoir aussi se mettre en sécurité quand il y a des idées suicidaires, comme dans tous les troubles, hein. ouais, ouais, Quand il y a des envies de se faire du mal, quand il y a des idées suicidaires, il faut savoir se mettre rapidement en sécurité. Et ça fait partie de ce qu'on peut apprendre. C'est ouais, comment se mettre vite en sécurité. ouais. Et du coup, bah, Pauline, merci d'avoir répondu à mes questions. On arrive à la Et fin. puis, alors, Dis-moi, peut-être vas-y, quelque non, non, chose vas-y, que je dis. voulais préciser, c'est que aussi on sait que le trouble évolue favorablement avec l'âge. Ah, Euh, j'ai lu ça. ouais. Mm. Donc, j'ai pas de durée à vous donner pour la thérapie, mais Ouais. pour finir sur une note positive quand même, les symptômes, on va dire, comment je pourrais le dire? Mais les symptômes, on va dire, je pense, s'atténuent avec l'âge et avec la maturité. D'accord, ok, Du coup, avec la maturité liée à l'âge, la personne arrive mieux à gérer ses troubles. Et, euh, et on dit que vraiment ça s'apaise à, on va dire, autour de 45 ans, où là, voilà, ok. Donc ne désespérez la pas. personne peut trouver beaucoup plus de sérénité. Ok. Ouais, c'est bien de le dire, et puis c'est bien qu'il y ait quelque chose de positif au niveau Voilà. de l'évolution Donc ça apparaît de ce plutôt au trouble. début de l'âge adulte, Oui, et après ça évolue favorablement avec la maturité. ok. Bon, en tout cas, bah, merci d'avoir répondu à mes questions, ce que je te disais tout à l'heure. Et on va sûrement te retrouver pour un autre podcast cette année. On avait Eh ben, avec parlé, grand plaisir. oui, on avait choisi, je pense, le thème de la schizophrénie. Je pense que c'était ça, hein. Mm, Ouais, mm, mm. donc je pense que ce sera en deuxième partie d'année. Mais du coup, Bah, avec un grand plaisir. Moi, je suis toujours ravie de vous retrouver, de voir votre podcast, du coup, votre podcast grandir et toucher de plus en plus de monde. Moi, je trouve ça super chouette. bah, merci beaucoup. Et puis, bah, de toute façon, on mettra peut-être en place un système de questions sur le podcast sur la schizophrénie. On ouvrira si des personnes ont des questions, comme ça, on va demander aux auditrices. Hmm. Ok, bah pourquoi pas. Et du coup, je Très bonne rappelle idée. juste sous le podcast qu'il y a les liens ben, vers tes réseaux. Il y aura aussi le lien vers l'inscription à la newsletter, le lien vers notre blog parce qu'on a remis un blog en place justement pour mettre des articles. Donc, euh, donc voilà, tout ça sera en dessous du podcast. Et puis merci beaucoup et à bientôt. Eh ben, à bientôt. Merci d'avoir écouté cette conversation avec Dr Pauline Blampatin. J'espère qu'elle t'a permis de mieux comprendre la complexité du trouble borderline, en particulier chez les femmes, mais aussi de voir qu'au-delà du chaos émotionnel, il existe des chemins de guérison, d'apaisement et de reconstruction. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager autour de toi. Il peut aider quelqu'un à mettre des mots sur ce qu'il vit ou simplement à se sentir moins seul. Merci encore à Pauline pour sa clarté, sa douceur et sa vision profondément humaine de la psychiatrie. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi.